Bonjour à toutes, ravie de vous accueillir dans cette nouvelle conférence de la rentrée de Women Design. On se voit chaque mois. En fait, chaque mois, on a une experte ou un expert qui peut apporter voilà, sa pierre à l'édifice dans nos réflexions autour du design. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Gabrielle Pierre-L'Enfant, qui est avocate en propriété intellectuelle. Je trouvais que c'était vraiment intéressant de faire venir une personne qui est là aussi pour nous protéger, pour travailler avec nous, que nous soyons des créatifs ou que nous ayons un lien avec la création. Surtout à l'heure de l'intelligence artificielle où il est si simple de reprendre des éléments que l'on voit passer, des éléments qui peuvent être facilement copiables, adaptable, pompable, comme on dit dans le jargon du design. Petit clin d'œil à Joe la Pompe pour ceux qui connaissent. Donc voilà, donc Gabrielle, je suis ravie de t'accueillir. On a encore quelques personnes qui vont arriver, mais je propose quand même de commencer puisqu'il est déjà 13h04. Et je te propose de te présenter et de nous présenter cette super thématique hyper intéressante. Merci Lucie. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, oui. Alors, je vais vous demander, je pense que c'est fait pour la plupart, de bloquer vos micros pour que ce soit, voilà, qu'on ne soit pas dérangé par des échos. Voilà. Je fais Moi, exactement la même je vais me chose. préparer à prendre des notes. Je voulais savoir si je pouvais partager mon écran avec vous Ah avant oui, que... bien sûr, je te le laisse partager de suite. Vas-y, c'est bon. Étant donné qu'on va voir ensemble beaucoup de choses, alors comment je le partage cet écran? Alors, tu appuies sur la fonction partager et là, tu as plusieurs fenêtres qui s'affichent normalement et tu choisis la fenêtre que tu veux Je suis partager. sur le navigateur et je cherche la fonction partager, discuter, paramètres. Sinon, je me demandais, Lucie, si je peux te l'envoyer et que tu le diffuses, ce qui me permet de... Oui, tout à fait. Je peux Hop, aussi. Ouais, ouais. allez, hop, ça arrive sur ta boîte mail. Parce que là, je ne vois pas. Alors, tu me l'envoies. Il y a Johanna qui vient d'arriver, qui est la fondatrice de Women Design, euh, Bienvenue. qui nous dit bonjour à toutes, hello à toutes et à tous. Tu veux me l'envoyer sur. Il est parti, je te l'ai envoyé par email D'accord. Ok. en, en PDF et en PowerPoint. Euh, En attendant, deux mots pour me présenter. Donc, j'exerce au barreau de Paris comme avocate en propriété intellectuelle et j'accompagne énormément des créateurs, que ce soit des porteurs de projets, des entreprises qui sont dans le domaine de l'industrie créative ou qui tout simplement ont des activités à caractère un petit peu innovant et qui, dans ce cadre-là, sont confrontés à des problématiques de propriété intellectuelle et surtout en lien avec les nouvelles technologies. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parcourir un petit peu, revenir sur les notions de droit des marques et de droit d'auteur, qui vont être un peu les deux qui vont nous intéresser en particulier dans tout le champ de la propriété intellectuelle. Et une fois ce cadrage fait, revenir sur ces questions tout à fait intéressantes qui se posent aujourd'hui, d'une façon de plus en plus aiguë, notamment en matière d'intelligence artificielle et de Web3, donc tout ce qui est blockchain et métaverse. Euh, Je n'ai pas reçu ton fichier pour le moment. je préférerais vous le mettre sous les yeux parce que, étant donné que en C'est pas plus quelques simple, minutes, d'accord, que tu le partages. C'est. écoute, je, Ah, parce je, que là, pour le moment, dans mes mails, j'ai rien. Donc, je me ouais, demande si tu partages ton écran, ça sera peut-être plus simple. Comme ça, tu peux. je vais essayer, mais T'appuies simplement sur partager et tu choisis la fenêtre. ouais, mais de mon côté, j'ai pas de bouton partage. Je suis sur le web en fait. Euh, mais je vois vraiment pas. Alors, je regarde de nouveau sur. Non, j'ai rien.
sur Hello avec lucylebas.com, je te l'ai envoyé. Mhm. Mais je pense Oui, que oui, peut-être, tout à fait, mais non, là, dans mes spams ou quoi, il n'y a rien. je pense que c'est parce que le document est gros. Je te renvoie juste le PDF qui sera plus léger. Ouais. Ok, ça part. Écoute, en attendant, je commence. Et Ouais, si tu l'attrapes et que tu peux nous le diffuser, c'est parfait. ça marche. Donc, dans la propriété intellectuelle, en fait, on a un champ de protection assez élargi. Et les deux sur lesquels je voulais qu'on revienne aujourd'hui, parce que je pense qu'en tant que designer, c'est ceux qui vous intéressent le plus, c'est d'une part les marques et d'autre part les droits d'auteur. D'autant que les deux se recoupent énormément. Et d'autant que finalement, c'est des champs de protection qui sont tellement intéressants aujourd'hui au plan économique que c'est très recherché par les entreprises. À partir du moment où elles investissent un petit peu dans un acte de création, elles souhaitent bénéficier d'une protection par la propriété intellectuelle. J'ai le document. Super. Je partage. Top. Hop, partager mon écran et on y va. Lucie. Vous voyez, attendez, je le mets en plein écran. Hop, et voilà. OK. C'est parti. Alors on peut démarrer. Cadrage, voilà. Euh, voilà le champ de la propriété intellectuelle. Et je veux aussi vous mentionner qu'en fait, ça va interagir avec certaines libertés fondamentales, liberté d'expression, respect de la vie privée. Tout à l'heure, on aura l'occasion de le voir en matière d'intelligence artificielle et de Web3. C'est aussi parfois ce qui est invoqué par les gens qui portent atteinte à la propriété intellectuelle, de dire oui, mais en face, j'ai une liberté fondamentale de m'exprimer, etc. Donc voilà un petit peu le champ juridique dans lequel moi j'exerce. Et on va zoomer sur les marques. Tu peux y aller, Lucie. Comme vous le savez, en fait, une diversité de formes de marques est susceptible de protection. La vidéo ne se lance pas, désolé. Je voulais simplement les passer en revue. Donc, par exemple, à partir du moment où on a une représentation graphique, comme là en haut à gauche, c'est une marque semi-figurative. Quand elle mélange des termes comme Lacoste, c'est une marque euh, semi-figurative. Pour le coup, elle était figurative à gauche. De même pour Perrier, vous connaissez la couleur de Decathlon, donc on protégeait à titre de marque une couleur. Un fichier audio comme le MP3 peut être protégé également. La forme d'un produit, quand on design la forme d'un produit également, une représentation 3D d'un produit peut faire l'objet d'une protection à titre de marque. Tout à droite, vous avez une marque de position, par exemple. Donc, le fait d'apposer systématiquement sur un certain type de produit, type chaussure, le signe du titulaire de la marque, c'est la position en elle-même du signe qui va être protégée. Donc, à chaque fois que sur une paire de chaussures, je vais retrouver un signe identique ou simplement similaire, potentiellement, j'ai une attente à ma marque. Maintenant, des fichiers multimédia, donc son seulement ou son et images peuvent être protégés à titre de marque. Un slogan peut l'être, venez comme vous êtes, le slogan McDo. Un motif, comme là vous l'avez à droite, ou encore une marque de mouvement tout en bas, donc un enchaînement de mouvements. Ça, c'est les marques nouvelles. C'est assez récent en fait, hein. C'est seulement depuis 2019 qu'on peut déposer toutes ces marques. Autrefois, on était limité aux simples représentations graphiques. Et donc, c'était pas possible d'avoir des marques multimédia, c'était pas possible d'avoir. On a même maintenant des marques hologrammes qui peuvent être déposées. Donc, finalement, le droit de la propriété intellectuelle court un petit peu après les innovations qu'on trouve aujourd'hui. Et si on passe, Lucie, je suis désolée, ça va pas être super pratique pour toi. Euh, euh, Quelles sont juste, je passe rapidement sur ce point pour que vous les ayez à l'esprit. Quelles sont les conditions de validité une fois qu'on a vu toutes ces formes? Quel est le point commun entre toutes ces marques? C'est qu'elles répondent à 3 critères essentiels. Elles sont licites, disponibles et distinctives, sans quoi elles sont contestables. Licite, ça veut dire qu'elles ne portent pas atteinte aux bonnes mœurs. Elles ne portent pas atteinte à des signes protégés des États, un drapeau, une emblème. Donc là, par exemple, on va avoir les JO 2024 qui vont arriver à Paris. Bah, sachez qu'en termes de propriété intellectuelle, c'est très tendu comme situation. Tout le monde ne peut pas ne serait-ce qu'utiliser les termes Paris 2024. Paris 2024, on voit au JO, donc je ne peux pas utiliser ces termes sans risquer d'avoir des poursuites de la part du comité olympique ou ses représentants. La disponibilité de la marque, ça signifie que personne ne dispose de marque antérieure qui lui soit opposable. Donc il faut que ce soit un signe neuf quelque part. Il faut que ce ne soit pas déjà existant. Donc vous le savez certainement, on encourage toute personne qui fait acte de création et qui recherche une protection au titre des marques de faire une recherche d'antériorité. Elle se tourne vers un professionnel de la propriété intellectuelle pour aller vérifier d'une façon poussée est-ce que la marque elle est disponible ou pas, ou est-ce qu'elle est en fait
ne serait-ce que similaire à une marque antérieure, et donc à ce titre-là, contestable et insusceptible de protection, y compris dans les 5 ans passés son dépôt. Dans les 5 premières années après l'enregistrement d'une marque, elle est toujours contestable pour atteinte aux droits antérieurs des tiers. Et surtout, dernière condition de validité, mais finalement la plus importante, elle est distinctive. Elle est suffisamment différente de ce qui existe déjà, notamment du point de vue des concurrents. La distinctivité du signe, c'est une notion un peu délicate, mais ça veut dire que finalement, elle est très loin, elle évoque quelque chose qui est très loin des produits et services qu'elle désigne. C'est-à-dire que si je conçois des ordinateurs et que je veux mettre sur le marché des ordinateurs, je ne peux pas avoir comme marque ordinateur, parce que finalement, ce n'est pas distinctif pour des ordinateurs, c'est purement descriptif du produit ordinateur. Donc, il faut non seulement que je ne sois pas descriptif du produit et service que je commercialise, mais il faut que j'aille au-delà, il faut que je sois distinctif par rapport à ce que les consommateurs ont à l'esprit, le champ lexical, mais aussi visuel et imaginatif qu'ils ont à l'esprit lorsqu'ils pensent à tel produit ou service, de la restauration, peu importe. Donc, une fois que j'ai rempli ces 3 conditions de validité, je suis susceptible d'avoir une marque déposée. Et partant de là, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne des droits exclusifs qui est avant tout le droit d'interdire aux tiers de s'approcher un peu trop de ma marque. C'est-à-dire, les tiers ne peuvent pas reproduire, imiter, utiliser la marque en lien avec les produits ou services désignés. En lien avec les produits et services désignés, c'est le principe de spécialité, et on va en reparler tout à l'heure quand on aura une affaire en matière de blockchain. En lien avec les produits et services désignés, ça veut dire que ma marque, quand elle est déposée, elle donne une liste des produits et services pour laquelle elle est déposée. Elle peut être très longue, cette liste de produits et services. Ce qui est important, c'est que ce sont seulement ces produits et services pour lesquels je dispose de droits de marque. Si j'utilise une marque qui est identique ou similaire à des produits identiques ou similaires aux produits et services désignés par la marque, je m'approche un peu trop d'une marque antérieure et je suis susceptible de poursuite. Donc vous voyez, le titulaire de la marque, il a finalement un périmètre de protection assez malléable parce qu'on parle de similaire et non pas identique. Donc c'est soumis à débat. Qu'est-ce qui est similaire? Deux marques sont-elles similaires? Sont-elles hautement similaires ou faiblement similaires? C'est ça qui va être le débat à chaque fois qu'on aura une difficulté en droit des marques, c'est-à-dire un conflit entre deux titulaires. Mais je vous indique aussi que c'est seulement dans la vie des affaires. Seulement dans la vie des affaires. Ça veut dire que je peux librement utiliser la marque de quelqu'un sans son autorisation lorsque je suis en dehors de la vie des affaires. Et ça fait partie des exceptions. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des exceptions qui existent en matière de marque. Ce n'est pas trop notre sujet ce matin. Mais là encore, je voulais insister un peu parce qu'on va y revenir plus tard, tout à l'heure. Par exemple, si j'utilise une marque à titre de parodie, j'utilise la marque Marlboro pour faire une parodie sur le fait qu'en fait, c'est bien de vendre des cigarettes, mais ça détruit les poumons des gens. À ce moment-là, j'ai une utilisation parodique et critique de la marque Marlboro. Et il y a eu en l'occurrence une affaire devant les juridictions et les titulaires des droits de la marque Marlboro ont été déboutés dans les juridictions. On leur a dit, mais finalement, c'est de la liberté d'expression. Voilà pour ce qui est des droits des titulaires de marque. Et si on poursuit, on arrive sur ce deuxième grand volet. Je suis passée très vite sur les marques. Je pense que vous y êtes déjà sensibilisés, mais bien sûr, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions. Et tout à l'heure, on va reparler un petit peu des marques. Je voulais surtout aborder plus en détail le droit d'auteur, parce que vous, en tant que designer, à chaque fois finalement que les idées jaillissent et que vous commencez à les mettre en forme, dès ce moment-là, vous êtes à l'origine de droits d'auteur qui sont a priori les vôtres. Donc on va revenir sur qu'est-ce qu'un droit d'auteur, qui est titulaire du droit d'auteur. Si. Je vous disais du simple fait de la création. À partir du moment où vous, en tant que créateur, les idées ont quitté votre cerveau pour commencer à être matérialisées sur une feuille de papier, sur votre ordinateur, sur quelque support que ce soit, du simple fait de cette création, les droits d'auteur jaillissent. Inutile d'envisager de faire des formalités, aucune démarche administrative à faire pour disposer de droits d'auteur. Et la particularité des droits d'auteur, c'est que ils sont susceptibles d'exister pour toute œuvre, quel que soit le genre, la forme d'expression, le mérite et la destination. Et en ce sens, la protection est très large. On ne pose pas de jugement de valeur en matière de droit d'auteur. Surtout ce point, le mérite, quel que soit le mérite ou la destination, qu'elle soit commerciale ou non commerciale, que ce soit les arts fondamentaux, l'art appliqué, peu importe, la protection est très large. Donc si on poursuit, vous comprenez que finalement, le seul critère, c'est le critère de l'originalité.
Le seul critère pour savoir si j'ai un droit d'auteur, voilà, l'idée est jaillie de mon cerveau, je l'ai mise sur le papier, et on me dit, peu importe le mérite de ce que j'écris, j'ai des droits d'auteur. Alors, qu'est-ce qui va faire quand même que ce que j'écris est susceptible de protection ou pas, par rapport à ce qu'écrirait mon voisin? Eh bien, c'est le fait que ce que j'ai écrit porte l'empreinte de ma personnalité. C'est ça le critère fondamental et essentiel en matière de droit d'auteur. Alors, c'est hyper délicat, l'empreinte de la personnalité de quelqu'un, surtout quand on parle de la vie des affaires, c'est pas évident de se dire est-ce que vraiment il y a la personnalité d'un individu derrière la création, surtout une création commerciale, etc. Et finalement, on est assez souple les juridictions sont assez souples pour envisager cette notion, et il suffit de choix libres et créatifs qui sont faits par l'auteur, des choix libres et créatifs. Donc finalement, il y a une part d'arbitraire de la part de l'auteur quand il crée. Il n'est pas soumis à des contraintes si fortes qu'il n'aurait pas pu créer autrement que ce qui lui était imposé. Par exemple, on pense à une création un petit peu originale, mais qui se fait dans un contexte technique très contraint, très réglementaire. Par exemple, je vais designer la coque d'un avion, ben, il faut que l'avion vole, il faut qu'il soit sécurisé, etc. Donc, en fait, il y a des domaines dans lesquels le droit d'auteur va être, le champ va être très limité. Et d'autres où le champ va être beaucoup plus large. Mais retenez que la seule condition, c'est celle de l'originalité. À l'opposé, je vous ai dit exclusivement fonctionnel, donc si je suis dans un cas où je design quelque chose, mais dans la simple utilité d'un effet finalement à caractère technique, fonctionnel, utilitaire, a priori je n'aurais pas d'empreinte de la personnalité de l'auteur, donc je n'aurais pas de droit d'auteur. Je précise aussi que le droit d'auteur, on dit originalité, mais on ne dit pas esthétisme, on n'a dit pas de mérite, donc et voilà, on n'est pas dans le champ de l'esthétique, on n'est pas dans le champ de la nouveauté, on est juste dans le champ de l'empreinte de la personnalité. Finalement, on observe, le texte ne le dit pas, mais on observe progressivement que n'est susceptible de protection au titre du droit d'auteur que ce qui est perceptible. Perceptible, notamment, on le voit dans les décisions à la vue ou à l'ouïe. Et on a des décisions qui vont de plus en plus, des décisions qui challengent un peu cet état de la jurisprudence en se disant, mais finalement, est-ce qu'une saveur n'est pas susceptible de protection au titre du droit d'auteur Est-ce Ouais, qu'une phrase... par exemple, comme le Nutella, donc on Voilà, sait alors, que la recette est secrète. à ce moment-là, on protège la recette par le secret. Mais à partir du moment où la recette viendrait à être divulguée, finalement, si quelqu'un pouvait refaire la copie conforme du goût du Nutella, eh bien, la société Ferrero, je crois, ne pourrait pas empêcher à ce qu'on puisse sur le marché trouver un goût tout à fait identique au Nutella. En l'état de la jurisprudence, pourquoi? C'est parce que les juridictions considèrent que le problème avec le goût, et pareil avec les parfums, tout ce qui est olfactif, la jurisprudence considère que c'est trop difficile d'avoir quelque chose de très d'immuable dans le temps. Et d'une part, et d'autre part, il y a une trop grande diversité de perceptions selon les personnes, et le contexte, et l'âge, etc. Et que donc tout ça aboutit à ce qu'on ait des perceptions trop différentes d'un individu à l'autre en matière de parfum et en matière de goût. Et donc, sauf à ce que des technologies nouvelles permettent d'éviter ces aléas entre les personnes, a priori en l'état des choses, mais ça pourrait tout à fait changer demain. En l'état des choses, la jurisprudence, en France en tout cas, rejette la protection au titre du droit d'auteur pour les fragrances de parfum et pour les saveurs. Mais par contre, Nutella, j'ai toutes sortes de façons de le protéger, donc j'ai le secret, j'ai aussi le packaging, j'ai la marque, j'ai toutes sortes de garanties qui font que le consommateur préférera quand même acheter le Nutella dont il connaît l'origine, plutôt qu'un prétendu Nutella proposé par quelqu'un d'autre. Et puis, je reviens sur idée, concept, mais c'était l'illustration qu'on avait avec Christo. Les idées, les concepts, tout ce qui est encore dans l'ordre de l'ordre des idées, le monde des idées n'est pas protégeable par le droit d'auteur. Tant que je n'ai pas une matérialisation concrète, comme c'est le cas de Christo, avec cet emballage du Pont-Neuf, je n'ai pas de protection. Pourquoi je vous donne cet exemple? C'était assez intéressant. Il y a eu plusieurs affaires Christo. Finalement, des gens se sont mis à emballer les choses. Et dans l'esprit un peu de l'emballage du Pont-Neuf, pas que du Pont-Neuf d'ailleurs, parce que c'est un peu la marque de fabrique de Christo. Et l'affaire a été portée devant les juridictions de savoir est-ce que finalement j'ai eu une atteinte au droit d'auteur par reproduction des caractéristiques essentielles quand même de l'emballage du Pont-Neuf ou de tout autre monument. Et la Cour de cassation a répondu en disant non, la simple idée d'emballer un monument n'est pas susceptible de protection au titre du droit d'auteur. C'est la façon dont Christo, de telle ou telle manière, ponctuellement, a matérialisé cette idée qui est, elle, support de protection. Donc je ne peux pas revendiquer, à aucun moment, on ne peut revendiquer une protection au titre du droit d'auteur pour un concept, une idée. C'est seulement dans sa forme telle qu'elle existe.
Et sa forme telle qu'elle existe, ben, finalement, elle va être marquée par certaines caractéristiques de réalisation concrète qui, elles, vont porter, vont être le support des droits. Et c'est seulement si un tiers reproduit ces formes caractéristiques que l'auteur pourra poursuivre ce tiers pour atteinte à ses droits d'auteur. Et alors, euh, d'ailleurs, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat et je les ferai passer avec plaisir, il y a pas, évidemment. Juste par rapport à tout cela, quand on parle de singularité, de créativité et d'originalité et de personnalité de l'auteur, par exemple, lorsqu'on parle de marque personnelle, quand quelqu'un va faire une vidéo et que cette vidéo va être mot pour mot copiée par un autre créateur de contenu, est-ce que c'est attaquable? Oui, on peut. Alors, je dis oui, évidemment, c'est au cas par cas. Alors, il faut aller voir de plus près. Mais si on a une vidéo, donc on a un support visuel qui est sous-tendu, par exemple, si je comprends bien, un texte qui va être dit pendant cette vidéo, et c'est le texte qui se trouve repris. Dans tous les cas, le texte en lui-même est manifestement ce script support de droit d'auteur, si s'il est le fruit d'une création originale. C'est-à-dire s'il y a des éléments qui laissent penser que l'auteur a librement choisi d'écrire son texte. Ce n'est pas, par exemple, je ne récite pas l'annuaire du beau temps, je ne fais pas que finalement dérouler une suite d'informations que je n'ai pas manipulé, remis en forme, réorganisé. À partir du moment où il y a eu cet effort sur le texte qui a été fait, ce texte est susceptible de droit d'auteur. S'il est repris par un tiers sans son consentement, évidemment, l'auteur du texte peut aller poursuivre celui qui reprend le texte de la vidéo sans son autorisation. D'accord, hyper intéressant, non, parce que j'ai vu ce cas-là passer il n'y a pas très longtemps. C'est pas, ça ne m'est pas arrivé à moi, mais à quelqu'un d'autre. Et cette personne s'était plainte justement que la vidéo était reprise mot pour mot. Et effectivement, elle avait été reprise mot pour mot. Donc voilà, et c'est vrai que je me suis posé cette question si c'était attaquable. Alors, quand on est dans le cadre d'un conflit, on se demande si c'est attaquable, l'autre va répondre. Évidemment, l'autre va partir pour se défendre des exceptions au droit d'auteur. On va revenir tout à l'heure sur quelles exceptions permettent finalement de mettre en échec la revendication. Et parmi les exceptions, on pense par exemple à la courte citation. Donc, si c'est seulement une partie du texte qui est reprise, éventuellement, le tiers pourrait se prévaloir de l'exception de courte citation. Il faut savoir qu'en fait, l'exception de courte citation, elle est appréciée à l'aune de la totalité du texte. Donc, si par exemple, c'est un texte, une vidéo qui a duré 5 ou 10 minutes, et que j'ai repris une partie importante, par exemple plus de 2 ou 3 minutes, à ce moment-là, je ne peux pas me prévaloir de l'exception de courte citation. Le tiers a manifestement pris un élément à part entière du texte. Et donc, c'est évidemment du cas par cas, mais là, dans l'affaire telle que tu me l'as décrit, oui, typiquement, on aurait une atteinte au droit d'auteur. Ok. Pourquoi je fais le lien marque-droit d'auteur? Je trouve ça intéressant pour vous, parce que finalement, il y a toutes sortes de créations qui peuvent être susceptibles de protection au titre des marques, comme on les a vues tout à l'heure, qui sont aussi finalement support d'un droit d'auteur. Évidemment, cette forme de motif, ça nous paraît évident, la vidéo, le flacon de design, etc. Finalement, on peut avoir une création qui est susceptible de protection autant au titre du droit d'auteur que du droit des marques. Simplement, les deux ont des régimes tout à fait différents. Le droit d'auteur, il a une durée déterminée. Vous savez que passé 70 ans après le décès de l'auteur, la création tombe dans le domaine public. En droit des marques, à l'inverse, la protection est potentiellement sans limite de durée. Tant que je continue tous les 10 ans à renouveler ma marque, elle peut être protégeable pour un temps indéterminé, infini potentiellement. Il y a plein de différences de régime comme ça qui font que pour moi, ça peut être plus intéressant de déposer la marque. Parfois, on reste juste sur le droit d'auteur, c'est tout à fait suffisant dans un certain cas de figure. D'autant que le droit d'auteur, l'intérêt, c'est que je n'ai aucune formalité à faire du simple fait de la création. Je peux interdire à un tiers de le reprendre. Donc, on a vu voilà, ces marques. Et là, à droite, je vous mets d'autres créations. Donc, toute création de design industriel, cette illustration qui est en haut, de design, évidemment, on pense en matière d'ameublement, etc. Tout ce qui est de l'ordre de l'ornement est susceptible de protection au titre du droit d'auteur. Et puis, finalement, l'apparence d'un site internet, d'une application, toutes ces créations sont aussi susceptibles de protection au titre du droit d'auteur. Et si on passe, donc vous allez voir, je vous ai mis d'autres exemples sur les sites. On a une question Oui. de Johanna. Pour un livre repris en partie pour faire des formations, est-ce que donc c'est protégeable ou pas? Oui.
la finalité de l'enseignement ne donne pas lieu à une absence de protection. En fait, celui qui a créé le livre, visiblement, je ne sais pas quel est le contenu de ce livre, mais sauf encore une fois que ce soit un annuaire, un document purement informatif, si le livre est protégé par les droits d'auteur, il faut respecter les droits de l'auteur et on ne peut pas librement le reprendre au simple motif que l'on donne une formation. Il existe une exception en matière pédagogique, une exception aux droits d'auteur. Les exceptions aux droits d'auteur, elles sont listées par le Code de la propriété intellectuelle et seules les exceptions listées par le Code sont valables. Mais l'exception d'enseignement en matière de droit d'auteur, elle est très très limitée. Et en fait, même si vous tombez dans l'exception de l'enseignement, il faudra quand même être soumis à redevance. En fait, ça va juste s'inscrire dans un cadre national très spécifique avec des œuvres qui sont négociées entre par exemple les syndicats du livre avec le ministère de l'Éducation nationale pour savoir telle ou telle œuvre. Finalement, on va payer moins de droits parce qu'elles vont être enseignées, par exemple, des textes de théâtre, etc., à grande échelle. En fait, il est très rare d'arriver à tomber dans l'exception de formation, aussi parce qu'il faut que le public soit 100% constitué d'apprenants, et surtout c'est très dirigé vers l'éducation pour les jeunes. Donc, partez du principe qu'a priori, il vaut mieux créditer. Ce que j'ai pas du tout fait, moi, par exemple, dans la formation aujourd'hui. Donc, je vous dis ça, mais évidemment, c'est compliqué au jour le jour d'essayer d'enseigner tout en respectant les droits des auteurs, des supports qu'on utilise pour ces formations. Sachez juste que dans le principe, oui, si quelqu'un fait une réclamation, il faut faire profil bas et dire qu'on ne recommencera plus pour l'avenir pour éviter d'avoir un litige qui aille plus loin. Je continue donc sur les exemples de création susceptibles de protection anti-droit d'auteur, donc un site web, un slogan, pourquoi pas, évidemment un film publicitaire à 100%, une opération marketing. À mains égards, il va y avoir des droits d'auteur qui vont être déployés. Et si on continue comme ça, on a plusieurs pages d'exemples, donc une affiche, une opération digitale, etc., une simple identité visuelle. Vous comprenez qu'à partir du moment où il y a eu un effort un petit peu créatif, un simple effort créatif, mais vraiment il ne suffit pas grand-chose, ça donne lieu à des droits d'auteur. J'ai une question. Si on a vendu une identité visuelle et que sur le devis, il n'y a pas forcément marqué tout droit cédé, ça veut dire que derrière, on peut quand même exiger des droits d'auteur à son client a posteriori. Alors, tout à l'heure, on verra c'est quoi les mentions telles qu'elles doivent apparaître pour que la cession soit vraiment valable. Tout droit cédé, déjà, c'est pas terrible. En tout cas, c'est trop light. On verra tout à l'heure parce qu'il y a un certain nombre de mentions qui doivent nécessairement apparaître et c'est des conditions de validité de la cession. Donc, tout ce qui n'est pas expressément cédé dans le cadre du contrat reste la titularité du cédant. Donc, il ne suffit pas de se limiter à dire « Oh, il y a une clause de propriété intellectuelle, c'est bon, j'ai les mains libres ». Pas du tout. Il faut lire attentivement cette clause et vérifier quels sont les droits cédés, pour quelle durée, pour quelle exploitation en termes de territoire et pour quelle destination, quel support, etc. Donc, c'est pour ça que les clauses de propriété intellectuelle sont souvent longues dans les contrats. C'est parce que le texte nous oblige, le texte de la propriété intellectuelle, le code de la propriété intellectuelle, nous oblige à être extrêmement précis, sans quoi tout ce qui n'est pas cédé reste la titularité de l'auteur. D'accord, parfait. Et une autre question, puisque j'ai une cliente avec qui j'avais cet échange en réunion, qui me faisait part justement de un type de design qu'elle avait formulé. Et elle voulait, enfin, on discutait sur l'idée de la protection. En fait, c'est un terme qu'elle a inventé. Est-ce que c'est protégeable? Elle a inventé un terme. Elle a inventé un terme. Dans les textes, oui. Dans les textes, si tu veux, s'il y a une création, c'est une création verbale, pourquoi pas. On va se poser la question de la preuve, de savoir est-ce que c'est elle qui l'a inventé à date, est-ce qu'elle a été la première. Mais si cette question ne pose pas de difficulté, oui, a priori, elle est titulaire de droit et elle pourrait interdire à un tiers de reprendre cette création. J'ai pas d'exemple en tête, en fait, juste pour une création si courte, juste le terme. Les slogans, oui, on a des affaires sur des slogans. Mais le mot, souvent, à partir du moment où on trouve le mot intéressant, souvent on le dépose à titre de marque. Parce que là, on a une protection qui est établie, qui est opposable à tous, elle est publiée.
Donc, je recommanderais surtout à cette personne, même si dans une situation de collaboration, en fait, de déposer rapidement la marque et plutôt de céder la marque à ceux qui seraient intéressés pour la récupérer. Le terme, hein, vous voulez dire. D'accord, ok. Ouais. Dans la fiche présentée, qu'est-ce qui est précisément protégé? Alors, je pense que c'était par rapport à la slide d'avant, ou celle d'encore avant. Non, peut-être. Ce qu'il y a comme affiche, le parfum. La fiche. Ah oui, la En fiche. général, en fait, pour répondre à cette question, donc, là, si on prend l'exemple du parfum poison, l'affiche en globalité est susceptible de protection, parce qu'on a certainement une direction artistique qui a fait un travail concerté pour arriver à ce rendu final, et l'ensemble est protégé. On peut se poser la question de savoir, est-ce que par ailleurs, il y a des protections à l'intérieur de la protection, des œuvres autonomes? Et bien, effectivement, le photographe qui a pris cette mannequin en photo, lui aussi, il a fait œuvre de créativité, finalement, quand il a pris la photo. Donc, il est important que pour celui qui va éditer l'affiche, il soit allé récupérer les droits auprès des créateurs qui ont concouru à la création de l'œuvre. Mais on va revenir tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est une œuvre de collaboration. Quand est-ce qu'on a plusieurs personnes qui travaillent sur une même œuvre? Il y a différentes formes on va voir tout de suite. Donc, pour répondre à la question, qu'est-ce qui est protégé? L'affiche elle-même, éventuellement la photo. La pose, Pardon? peut-être. La pose. Ouais, mais du coup, ça va rentrer dans la photo. Parce que comme je vous ai dit, c'est pas la pose elle-même qui va être protégée, mais c'est la pose telle qu'elle a été capturée par le photographe qui l'a prise en photo. Donc, c'est vraiment la photo qui est le support de la création. D'accord. Voilà, on poursuit. Vous avez d'autres exemples, logos, plein de choses. Ce que je voulais vous donner, c'était une multitude d'exemples pour vous susciter votre intérêt sur le fait que toutes sortes de créations peuvent, de votre côté, être susceptibles de protection. Donc, on poursuit, d'autant qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble, mais qui est titulaire des droits d'auteur? Je vous en parle maintenant parce qu'on va en parler tout à l'heure avec l'intelligence artificielle. C'est l'une des grosses questions que pose l'intelligence artificielle. Qui est titulaire des droits d'auteur? En droit continental, en France, et en France notamment, on considère que seule une personne physique peut être à l'origine d'un droit d'auteur. Une personne morale, une société peut éventuellement récupérer des droits d'auteur. Mais retenez le principe que c'est un individu. Pourquoi? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de empreinte de la personnalité de l'auteur. Donc il faut bien une personnalité. Et seules les personnes ont la personnalité, au sens juridique, la personnalité juridique. Donc on a eu cette affaire assez rigolote aux États-Unis qui est sortie sur le singe Naruto. Il s'agissait d'un photographe britannique qui s'est rendu en Indonésie dans un parc protégé, qui avait posé son appareil et les macaques se sont approchés. L'un des macaques, Naruto, enfin on l'a baptisé a posteriori Naruto, s'est pris en photo. Il a fait ce selfie. La photo a été diffusée sur Internet et aux États-Unis, l'association PETA, pour la protection des animaux, a engagé une action devant un tribunal californien pour finalement atteinte au droit de Naruto, le singe, en diffusant la photo. Et ça a fait bien rigoler les juridictions américaines. Cette affaire s'est finie avec un accord amiable, fin de procédure, et finalement le photographe a accepté de reverser les droits tirés de l'exploitation de la photo au parc protégé en Indonésie qui s'occupe de ces macaques. En France, si une affaire pareille était sortie, on n'aurait en aucune façon eu des droits d'auteur pour Naruto, parce qu'un animal n'a pas la personnalité juridique. Les animaux, au sens du droit civil, sont des biens meubles, ce sont des objets au sens strict. Ils sont juste doués de sensibilité, nous dit maintenant les textes, on a amélioré un peu nos textes. Toujours est-il qu'ils n'ont pas la personnalité juridique, ils n'ont pas de droits subjectifs, ils n'ont pas de droits qui leur appartiennent. Ils sont juste objets de droit, en ce sens qu'on a des obligations, on doit les protéger, etc. Mais donc pas de protection de titre de droit d'auteur pour quiconque d'autre qu'un humain. Et finalement, l'affaire c'est de nouveau revient de plus en plus régulièrement. Et là, vous avez au milieu de la slide le portrait Next Rembrandt qui a été réalisé en 2016 à Amsterdam. C'est une peinture par impression 3D qui a été réalisée par un programme informatique qui a repris les caractéristiques des toiles de Rembrandt. Ce programme informatique s'est basé sur 1600 fragments de peinture de Rembrandt pour arriver à cette proposition. Et de même à droite, dans le même ordre d'idée, vous avez le portrait Edmond Bellamy, qui a été créé par un collectif d'artistes espagnols qui s'appelle Obvious en 2018. Pareil, par un algorithme qui, lui, a utilisé 15 000 portraits qui datent du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Donc, c'est un programme générateur d'images.
Et le collectif a inscrit, vous voyez, en bas à droite, finalement, des éléments de l'algorithme pour finalement revendiquer l'idée selon laquelle c'est l'algorithme qui est à l'origine de cette création. Et donc, c'est des nouveaux cas où on challenge un petit peu cette idée selon laquelle seule une personne physique pourrait être à l'origine. Là, finalement, on a quand même des individus, des personnes physiques dans le collectif Obius ou les créateurs du portrait Next Rembrandt, qui sont à l'origine de la création du logiciel, mais ils ne sont pas vraiment à l'origine de la réalisation finie. Ces deux créations que vous avez là à l'image ne portent pas l'empreinte de la personnalité des personnes qui sont à l'initiative de ces opérations. Ok. Donc, a priori, en l'état du droit, peut-être demain ça changera, mais en l'état du droit, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de titularité de droit d'auteur sur des individus qui auraient, au sens du droit d'auteur, fait œuvre de création. Après, on peut se dire, oui, mais on a quand même utilisé un logiciel, le logiciel, il appartient bien à quelqu'un, donc on peut challenger un peu cette idée et partir sur d'autres champs de la protection. Le logiciel, effectivement, le logiciel est susceptible de protection anti du droit d'auteur. L'utilisation du logiciel nécessite l'autorisation du titulaire des droits de propriété industrielle, et non pas de droit d'auteur, propriété industrielle, sur le logiciel. Mais à partir du moment où le logiciel a été utilisé, une œuvre est créée, on n'a pas de droit d'auteur, a priori aujourd'hui en l'état du droit, sur l'œuvre telle que créée. Okay. Donc là, c'est dans les arts graphiques finalement, mais évidemment, vous le savez de plus en plus, on a la même chose en matière de musique. Aujourd'hui, on a des outils qui génèrent artificiellement de la musique à la demande de l'utilisateur, du logiciel, du programme informatique. Et puis, on a aussi un exemple en matière de littérature, un exemple laborieux, ça c'est pas aller très loin, mais un programme informatique intitulé Benjamin en 2016, par exemple, avait conçu un court-métrage de film. Et il s'est avéré que le film était une horreur, on ne comprenait rien au scénario, mais c'est certainement tout à fait perfectible et demain on pourra avoir des scripts de films écrits par des programmes informatiques. On continue sur le droit d'auteur. Finalement, qui est titulaire du droit alors à ce moment-là? On sait qui est titulaire. Évidemment, si on sait qui a créé, c'est facile. Parfois, on ne sait pas qui a créé. Donc retenez que finalement, c'est celui qui divulgue. La première personne qui va communiquer publiquement la création est présumée par le droit comme étant l'auteur. Mais quiconque peut le challenger. Si demain vous mettez sur Internet une création, on peut considérer que c'est vous qui mettez sur Internet la création, c'est vous qui êtes l'auteur. Si un tiers considère que pas du tout, cette œuvre, en fait, elle vient de chez lui, cette œuvre, elle a été dans son ordinateur, elle a été détournée de sa propriété, il pourra contester cette présomption. Une présomption, ça se renverse. C'est juste un outil juridique pour simplifier un peu le débat. On présume que c'est celui qui divulgue qui est titulaire des droits. Comment ça se passe quand plusieurs personnes, finalement, participent ensemble à la création? J'avance un peu rapidement, mais on distingue différentes notions en droit de la propriété intellectuelle. L'œuvre de collaboration, c'est quand deux personnes, ensemble, travaillent à la création. On a vu cette affaire de jurisprudence Renoir et Guinaud. Donc, finalement, Renoir avait donné des instructions à Guinaud qui devait réaliser la sculpture. Et il s'avérait que Guinaud avait mis un petit peu de sa personnalité, en définitive, dans un certain nombre de sculptures, et se posait la question de savoir est-ce que Renoir était le titulaire exclusif des droits d'auteur, ou est-ce que celui à qui il avait demandé d'exécuter les sculptures était également titulaire, parce qu'il n'avait justement pas fait que exécuter, mais il était allé plus loin. Il avait lui aussi activement fait des choix, on avait dit tout à l'heure, des choix libres et arbitraires, des choix qui ont conduit à la réalisation de cette sculpture et pas une autre. Auquel cas, si effectivement les deux artistes, les deux créateurs coopèrent, pas forcément même sur un pied d'égalité, mais simplement ils font tous les deux actes de création, on aura une œuvre de collaboration, et ils sont tous les deux titulaires de droits d'auteur. L'œuvre collective, c'est tout à fait différent, c'est une personne unique qui est à l'initiative de la création, et elle va donner des instructions aux autres. Elle a la direction, elle a l'initiative, elle va choisir les personnes, elle va les faire travailler, et à la fin, c'est elle qui va divulguer. Lorsque toutes ces conditions sont remplies, c'est souvent le cas en matière d'entreprise créative, donc en matière de mode ou d'autres choses, cinéma, etc. On fait travailler ensemble un certain nombre de personnes et ça crée un produit fini. À ce moment-là, on a une œuvre collective et les droits d'auteur de chacun sont transférés automatiquement à celui qui a l'initiative de la création. Donc on a un seul titulaire. Et là, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, seules des personnes physiques peuvent être titulaires. Et bien dans ce cas précis, œuvre collective, finalement, une personne morale, une société peut se trouver titulaire de droits d'auteur parce qu'il s'agit d'une œuvre collective. Elle a fait travailler des artistes, elle a fait travailler des créateurs. Et c'est aujourd'hui elle qui a les droits sur la création collective. Et puis tout à fait différent, une œuvre composite, là j'ai dans le temps deux créations distinctes. J'ai une première, par exemple là vous voyez la photographie de Alix Malka, qui est reprise ultérieurement par un tiers. Là, elle a été reprise cette photographie dans une œuvre
de l'artiste Peter Clason. Et vous voyez, on la retrouve, la photographie, on la voit bien. Là, finalement, on parle d'œuvre composite, et l'œuvre de Peter Clason est composée de plusieurs œuvres. Et l'œuvre composite, pourquoi pas, mais à la condition d'avoir l'autorisation des titulaires de l'œuvre première. En l'occurrence, Peter Clason n'a pas demandé l'autorisation à Alix Malka, et c'est parti en longue procédure judiciaire. Elle est très intéressante cette affaire, Malka, Clason. Mais donc vous avez l'idée, une œuvre composite, je ne peux travailler avec les créations d'autrui qu'avec leur autorisation. Sinon, je porte atteinte à leur droit d'auteur. Une fois qu'on a dit quoi, qui, maintenant, pourquoi, finalement, quels sont les droits, et bien encore une fois, on a ce droit d'interdire. Quand on est titulaire de droit d'auteur, on est titulaire des droits d'exploitation. Il y en a deux, les droits d'exploitation, les droits de représentation et de reproduction. Représentation, c'est finalement donner à voir, donner à entendre, c'est communiquer au public. C'est toute communication au public, je représente l'œuvre. Je l'ai dit, mais sur Internet, je représente l'œuvre sur Internet. Reproduction, c'est j'ai une fixation sur un support, y compris un support non matériel. Si je fais une copie sur ma clé USB, je fais une reproduction du fichier. Je ne peux le faire qu'avec l'autorisation de l'auteur. Donc, toute représentation ou reproduction, intégrale ou seulement partielle, qui est faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit, s'il n'est plus de ce monde ou s'il les a transmis, ou ayant cause, est illicite, porte atteinte aux droits des tiers. Et donc, vous voyez, ça pose question en représentation, en reproduction, intégrale ou partielle. Donc, si finalement je m'inspire un peu trop, c'est le cas dans cette affaire Isabelle Marant contre Mango, je m'inspire un peu trop, je porte atteinte aux droits d'auteur. Vous voyez? Ou encore dans cette affaire... Il y a vraiment eu une affaire comme ça? Oui, exactement. Ouais. Bah oui, c'était Et extrêmement... donc Mango a enlevé ses chaussures. Oui, ça finit en, en condamnation. Mais en matière de mode, c'est très fréquent en fait, hein, l'inspiration excessive, c'est très délicat. Alors en fonction des domaines, évidemment, on va apprécier avec plus ou moins de sévérité. En matière de t-shirts, des choses qui sont un peu banales, il va falloir que l'auteur prouve finalement le périmètre de sa protection, que son t-shirt il était assez original et il n'aurait pas dû se retrouver chez le voisin. Donc c'est évidemment toujours au cas par cas. Et là, vous voyez, dans cette affaire, les basiques d'une garde-robe, un voilà, trench, un jean, ça va être un compliqué jean. d'avoir une protection de droit d'auteur parce que c'est vu, archi-revu. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'un petit peu différent, sans être nouveau. Attention, on ne parle pas de nouveauté, on parle vraiment de est-ce qu'il y a quelque chose de personnel de la part du Une créateur. aspérité, une singularité. Et en dessous, autre cas que j'ai trouvé passionnant, parce que j'étais dans cette affaire, NAFNAF a diffusé dans les années 90, ce que vous voyez à droite, une campagne de publicité. C'est vrai. Fait divers. Ouais. Tu la connais, Lucie, cette campagne? Oui, je suis une femme des années 80, donc les années 90, je suis passée par là. Et je me souviens très bien du petit cochon de Naf Naf. Voilà, le Ouais. petit cochon de NAFNAF. Et des années plus tard, Jeff Koons, artiste plasticien américain, s'inspire un peu trop finalement de cette photo pour faire cette sculpture que vous avez à gauche. Et voilà, il a rajouté un pingouin, il a rajouté un collier de fleurs, les lunettes, enfin, il y a des nuances, mais dans l'ensemble, on retrouve la photographie. Donc on a quand même changé de genre, on est passé de la photo à la sculpture. On a un certain nombre de différences. Et on a éventuellement, c'est ce qu'avait défendu Jeff Koons, peut-être une tentative d'être parodique, parce que pourquoi des pingouins dans la neige, etc. Et bien tout ça a été mis en échec devant les juridictions françaises. C'était passionnant cette affaire. En première instance, il a été lourdement condamné, Jeff Koons, 200 000 euros de condamnation. Il a fait appel, et moi j'ai intervenu au cadre de l'appel, et en fait les condamnations ont été alourdies au stade de l'appel. On est passé à 344 000 euros de condamnation pour avoir finalement porté atteinte au droit de David Olici, le photographe qui est à l'origine de cette création photographique commandée par NAFNAF. Hyper intéressant. Voilà, pour vous donner un petit peu le cadre. Pour vous donner une idée de timing, Gabriel, il nous reste un bon quart d'heure. Voilà. Ok, alors on va un peu accélérer. Tout à l'heure, tu m'as posé la question, Lucie, de savoir j'ai un contrat, est-ce que c'est bon ou est-ce que je peux revenir dessus, me dire en fait tous les droits n'ont pas été cédés. C'est finalement cette slide qui répond à ta question. D'abord, je n'ai pas de cession de propriété intellectuelle si je n'ai pas un contrat écrit. Un contrat de travail, des conditions générales, un contrat écrit. Ça peut être même un email éventuellement. C'est pas terrible, mais l'email répond à cette condition d'écrit. C'est pas terrible parce que juste on peut se poser la question de savoir. Mais non, je dis c'est pas terrible, mais formellement ça fonctionne. Si par email, vous en tant que créateur, vous formalisez bien les droits que vous décidez de transmettre, ils sont transmis. Donc pas simplement dans le devis. Je vous livre le PDF, les fichiers et les droits d'auteur.
Alors, dans le devis, pourquoi pas, mais et les droits d'auteur, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il faut effectivement un certain nombre de mentions qui sont là en bas, étendue, destination, lieu et durée. Donc, si je n'ai pas précisément indiqué quel droit, donc droit de, on a dit représentation et reproduction. Si je dis que reproduction, j'ai pas dit représentation, par exemple, etc. Si j'ai pas dit quelle destination, pour quel usage, quel support, etc. Si j'ai pas dit si c'était pour tout territoire ou seulement certains, et pour l'ensemble de la durée des droits, a priori, subsiste un doute sur le point de savoir quelle était l'étendue des droits cédés. Donc, voilà, sachez-le, une clause de cession, évidemment, ça fait partie des choses qu'on challenge quand on a un débat de droit d'auteur. Si elle n'est pas correctement écrite, l'interprétation se fait en faveur de l'auteur. J'ai juste une question sur Nafnaf et Jeff. Ouais. Johanna qui demande, du coup, dans ces cas-là, c'est Nafnaf ou Jeff Koons qui est pénalement responsable? Alors, Pénalement responsable. en l'occurrence, donc, pour revenir, j'ai pas bien présenté les faits. Nafnaf, dans les années 90, avait demandé au photographe Davidovici de réaliser sa campagne. Davidovici a pris la photo, Nafnaf a fait sa pub, et c'est parti dans la presse. Des années plus tard, Jeff Koons s'est inspiré de cette campagne Nafnaf et a fait sa sculpture. En fait, c'est Nafnaf qui aurait pu contester auprès de Koons qu'on avait repris sa campagne. Mais Nafnaf n'était pas intéressé. C'est pas Nafnaf qui a décidé de faire l'action, c'est le photographe, personne physique Davidovici, qui a fait l'action. Et dans le cadre de son action, Davidovici a dit je n'ai jamais cédé mes droits à Nafnaf, donc je reste titulaire des droits sur la photo. Et donc ça m'autorise à aller contre Jeff Koons. Donc c'est que Jeff Koons qui était en l'occurrence responsable et condamné. Et également le Centre Pompidou, où l'œuvre avait été diffusée. Donc il y a eu une condamnation pour le Centre Pompidou en France. D'accord, très Le clair. Centre Pompidou avait édité des catalogues où l'œuvre était également produite. Voilà. Alors, Il faut qu'on poursuive et qu'on accélère un peu. Je suis ouais, désolée. il nous reste une dizaine de minutes. Donc, On va avancer. Je te propose de passer les slides et je vais m'arrêter sur celles sur lesquelles je veux. Voilà. Exception. Juste un point. On revient à exception. Quand on est attaqué en droit d'auteur, pour se défendre, on dit oui, mais exception. Et je vous en ai mis quelques-unes. Tout à l'heure, on a parlé d'exceptions, par exemple, pédagogique, formation, ça fait partie des exceptions. Il y en a une sur laquelle je vais revenir tout de suite, c'est le data mining, parce que c'est elle qui fait question en matière d'intelligence artificielle. C'est une exception toute neuve. Elle a été introduite dans notre code de la propriété intellectuelle par une directive récente. Et le data mining, en fait, ce qu'on a traduit chez nous, c'est la fouille de données. C'est le fait de pouvoir aller explorer et réutiliser des données, au sens vraiment large, toute donnée, quelle qu'elle soit, quelle que soit la forme, pour quelque finalité que ce soit. Et nous, on l'a accueilli en France, surtout, dans un premier temps, pour une finalité de recherche. On s'est dit, oui, c'est embêtant, il faudrait quand même que les gens qui font de la recherche, notamment sur la grande échelle, puissent utiliser des données qui sont librement accessibles sur Internet pour faire leur recherche, sans être préoccupés de savoir est-ce que je ne porterai pas atteinte au droit d'auteur quand je fais ma recherche. Sociologique, historique, peu importe. Et finalement, cette directive, elle a été adoptée au plan de l'Union européenne. Et au plan de l'Union européenne, on va voir dans les slides suivantes, si tu veux, on peut passer, Lucie, ce texte, il a été adopté d'une façon un peu plus large. Ce n'est pas que la recherche scientifique qui est concernée. En intelligence artificielle, ce qu'on entend de plus en plus, vous avez certainement entendu parler, par exemple, de ChatGPT, il y a différents types d'intelligence artificielle qui aujourd'hui nous rendent service, mais il y a notamment ces outils qui permettent de la génération de texte, les LLM, Large Language Model. Comment ça fonctionne, ces outils-là? C'est des outils qui ont été pré-entraînés sur un grand nombre de données. Et ils sont habitués à reconnaître des schémas typiques de texte. Et à force de voir un grand nombre de textes, l'outil peut deviner quel sera le mot suivant. Et donc, quand vous lui posez une question sur ChatGPT, il est habitué à avoir la question sur Internet ou à avoir les réponses. Et donc, par ce système d'entraînement, il va statistiquement vous proposer une réponse. Il n'est pas du tout intelligent. On parle d'intelligence artificielle, mais c'est faux, on ne devrait pas utiliser le mot intelligent. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Il n'y a pas de raisonnement en matière de... c'est une mécanique artificielle, en fait. Voilà, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. C'est juste qu'on a travaillé sur un grand nombre de données et on est capable de, partant de là, proposer des propositions de langage. Et évidemment, le débat qui émerge aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle et de droit d'auteur, c'est que il y a deux questions qui se posent. Les deux questions qui se posent, c'est la première, est-ce que le LLM, le Large Language Model, il porte atteinte aux droits antérieurs des tiers? Est-ce que la façon dont il s'est pré-entraîné ou la façon dont je continue à l'utiliser en tant qu'utilisateur, c'est susceptible de porter atteinte aux droits des tiers? Et vous, par exemple, si demain vous faites de la génération d'images ou autre, quel que ce soit, par des outils d'intelligence artificielle, vous vous posez la question de savoir
est-ce que je porte atteinte au droit antérieur des tiers? Et la deuxième question, c'est est-ce que le produit fini est susceptible de droit d'auteur? Sur la deuxième question, on en a parlé tout à l'heure. La réponse actuelle, elle est franchement super soumise à débat. Donc on est dans l'attente des premières décisions. Mais pour revenir sur la question, tout à l'heure on a parlé d'images. Si je demande à Midjourney par exemple, propose-moi un portrait de Rembrandt inspiré de 15 000 images, enfin c'est pas 15 000, mais tous les Rembrandts existants. Midjourney va réfléchir à ce qu'il a comme portrait de Rembrandt et il va proposer une image. À ce moment-là, on peut considérer que celui qui a posé la question, qui est à l'origine du prompt, lui n'a pas créé l'image. En fait, il aurait été tout à fait incapable de faire ce qu'il a demandé au logiciel. Vous êtes d'accord avec moi? Finalement, sa créativité, ça a simplement été de l'idée de cette question. Et vous êtes d'accord avec moi, l'idée n'est pas susceptible de protection. L'idée de demander à un prompt de faire ça n'est pas susceptible de protection. Et éventuellement, la façon dont j'ai écrit ma question peut être soumise à une protection. J'ai écrit mon prompt d'une façon créative, poussée, intelligente, etc. Peut-être le prompt est soumis à création. Mais le prompt, c'est une chose et l'image générée est autre chose. Les deux sont différentes. Donc ça ne veut pas dire que j'ai des droits d'auteur sur l'image générée. Voilà un peu comment on peut raisonner en matière de génération par image. Et on raisonne de la même façon en matière de génération de texte. J'écris une question, la réponse qui m'est proposée, ce n'est pas la mienne, elle n'est pas sortie de mon cerveau. Donc a priori, elle ne porte pas l'empreinte de ma personnalité. Mais on peut challenger ça. Il pourrait y avoir demain des gens qui disent « Non, la façon dont j'ai écrit mon prompt a tellement orienté la réponse que je savais que la réponse allait porter l'empreinte de ma personnalité. » Ah oui, Et donc si on va loin. Oui, franchement, c'est possible. Donc, il y aura peut-être demain ce débat-là sur certaines créations qui ont été faites par un outil où celui qui a demandé la génération de la création revendique qu'il est à l'origine de droit. Ce sera soumis à débat et ce sera au cas par cas. Et il faudra qu'il prouve pourquoi est-ce que sa personnalité est intrinsèquement liée au résultat fini. Ça, c'est la première question dont je vous ai parlé. Est-ce qu'il y a des droits d'auteur sur la création? Et la deuxième question qui pose question, c'est est-ce qu'on porte atteinte aux droits antérieurs des tiers du fait que ces LLM ont été pré-entraînés sur un grand nombre de données? Et je voudrais que tu reviennes en arrière, Lucie, sur ce texte, la précédente slide. La directive a été adoptée, nous, on l'a transposée dans notre code de la propriété intellectuelle, à l'article L122-5-3, on en sait un peu plus. En fait, on l'a transposée déjà à L122-5, qui est notre liste d'exceptions, et là, on a inséré le data mining, la fouille de données. Et un peu plus bas, là, on précise dans le code de la propriété intellectuelle qu'est-ce qu'on entend. On entend par fouille de texte et de données la mise en œuvre d'une technique d'analyse automatisée de texte et de données sous forme numérique afin d'en dégager des infos. OK. Le grand 2, il nous donne la possibilité d'utiliser ces outils pour, on nous dit, les organismes de recherche, les bibliothèques, les musées, etc. Donc ça ne nous concerne pas. En gros, c'est quand il y a de la recherche publique faite dans une finalité finalement d'intérêt général de recherche scientifique. Et là, la France était très motivée pour ça. La France a poussé cette directive en se disant il faut en fait que même au plan scientifique, au plan de l'ingénierie, on puisse faire du data mining, c'est bon pour tout le monde, et tant pis pour les droits d'auteur. Le problème, c'est ce grand 3, le troisième alinéa de cette disposition, parce que quand vous le lisez, vous voyez des copies ou reproductions numériques d'œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées en vue de flux de textes et de données menés à bien par toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille, sauf si l'auteur s'y opposait de manière appropriée, etc. Ça veut dire quoi, ce deuxième point? Ça veut dire, vous, moi, toute personne, on peut faire de la fouille de données à partir du moment où les données, elles étaient accessibles de manière licite. Ça veut dire qu'en fait, je pouvais y accéder, il n'y avait pas une protection qui avait été placée sur la donnée. Elle n'est pas susceptible de propriété, sauf si l'auteur s'y opposait de manière appropriée. Ça veut dire en fait que cet alinéa, il met de côté les droits d'auteur pour que toute personne puisse utiliser ChatGPT à compter du moment où ChatGPT utilise des textes pour lesquels l'auteur ne s'est pas opposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un auteur, par exemple, met en ligne du contenu sur son site internet, c'est librement accessible. ChatGPT peut l'utiliser. Mais si l'auteur met en ligne du contenu sur internet et qu'il précise qu'il s'oppose à ce que ChatGPT utilise son texte, il a explicitement il a marqué son opposition, alors ChatGPT ne peut pas utiliser ce contenu, c'est illicite, et puis vous et moi, quand on utilise ChatGPT, on ne peut pas non plus utiliser ce contenu, sauf qu'on ne sait pas quand on utilise ChatGPT quels sont les textes qui sont utilisés. Donc si on vient à la slide suivante, Lucie,
là, on a une précision, donc on est dans les dispositions réglementaires du Code de la propriété intellectuelle, qui nous précise un petit peu comment ça se passe. L'opposition qui a été mentionnée n'a pas à être motivée, j'ai pas besoin de dire pourquoi je suis pas d'accord avec ChatGPT, et elle peut être exprimée par tout moyen. Donc il suffit que je dise dans mon site internet, je m'oppose en tant que titulaire des droits et de toutes les créations communiquées sur ce site internet, je m'oppose à une utilisation à des fins de fouille de textes et données au sens du Code de la propriété intellectuelle. Et partant de là, si le contenu de votre site internet il se retrouve d'une quelconque façon dans les bases de données d'un outil d'intelligence artificielle, vous pourrez aller contre OpenAI en l'occurrence, c'est-à-dire celui qui exploite ChatGPT ou demain une autre société. On Okay, a donc une il faut question, Gabriel, et on va bientôt devoir clôturer malheureusement. Johanna nous demande pour les textes LinkedIn ou des articles sur LinkedIn. Donc en gros, c'est encore une question autour de la création de contenu. Est-ce que on peut justement... J'imagine que la question, c'est de se dire, est-ce que finalement, ces contenus qui sont... on est bien sur la question de l'intelligence artificielle, est-ce que ces Ouais. contenus-là, est-ce que la question, ça veut dire, est-ce que ces contenus, j'étais sur le point de savoir, ils sont utilisés par l'intelligence artificielle, ça me pose problème, ou est-ce que je peux utiliser ChatGPT pour faire du contenu sur mon LinkedIn? J'ai pas bien compris la question. Oui, Johanna, est-ce que tu peux repréciser la question, s'il te plaît? Dans le cas 1, il n'y a pas de clause d'opposition, donc oui, ChatGPT peut utiliser vos contenus LinkedIn. Dans le cas 2, est-ce que je peux utiliser ChatGPT pour faire du contenu LinkedIn? Voilà. Oui. Comment on peut les protéger contre ChatGPT? Alors, il faut le mentionner expressément. Il faut faire ces clauses type opt-out. Et le texte ne nous dit pas comment l'écrire, donc c'est à nous de l'écrire. Si vous voulez une clause type, je vous encourage d'aller sur le site du SNE, le Syndicat national des éditeurs. Eux, ils ont dit, mais elle n'est pas terrible leur clause, mais ils ont proposé une clause type. On peut la télécharger, vous voyez comment c'est présenté. Dans chaque publication ou au niveau du profil, elle demande. Il faut que ce soit rattaché à la communication. Alors, normalement, il faudrait un En minimum. fait, chaque contenu devrait avoir cette mention-là. Alors, si c'est pas, enfin, c'est délicat, en fait, on va sur du cas par cas, mais il faut que celui qui voit le contenu puisse être à même de facilement savoir qu'il y a eu une opposition. Donc, moi, ce que je recommanderais un minimum, c'est de le mettre sur le profil. Comme ça, s'il va consulter qui est l'auteur, il peut voir tout de suite. Par exemple, il va consulter l'auteur. Pourquoi? Parce qu'il veut aller demander l'autorisation. A priori, votre contenu LinkedIn, de toute façon. euh, Attendez, mais on est sur la question 1 ou la question 2 là? Johanna n'a pas précisé si juste. Alors, comment peut-on protéger les textes LinkedIn contre ChatGPT? Ça, c'est la première Ouais, c'est question. ça. Donc, on est sur le point. Et est-ce que cette mention légale dont tu nous as parlé, est-ce qu'elle est à mettre dans chaque publication ou simplement au niveau du profil? Alors, je vous donne mon opinion. Là, c'est des questions tout à fait nouvelles. Hein, donc, il faut voir ce qu'en dit la jurisprudence. C'est des choses qui ne sont jamais apparues jusqu'ici. Mais on pourrait considérer que si la clause apparaît uniquement dans le profil, c'est suffisant parce que l'auteur, sur ce même réseau LinkedIn, a indiqué son opposition. Et il est assez aisé pour celui qui voit le contenu d'aller consulter le profil de l'auteur pour se renseigner sur le point de savoir si le contenu est à disposition ou pas. Donc, si vous voulez être ceinture bretelle, vous pouvez le mettre dans chaque publication, comme ça, il n'y aura pas de débat. Si vous n'allez pas jusque-là, sur le profil, ça indique déjà clairement que votre contenu ne doit pas être réutilisé pour une utilisation. Voilà. Je vous conseille surtout, en fait, quand vous faites des commandes, quand vous répondez à des commandes pour des créations qui vous sont demandées, c'est là où c'est très important de le mettre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut aussi, dans votre relation B2B, c'est là où il y a vraiment un enjeu. Qu'il faut préciser les choses. Est-ce que je veux ou pas laisser ma création utilisée sans que je ne le sache par un outil d'intelligence artificielle? Bien sûr, je Ok. comprends. Ok. On poursuit un peu rapidement, et puis vous aurez les supports pour en savoir plus. On va passer, on en a déjà parlé. L'art numérique, en fait, c'est ce qui devient super intéressant avec la technologie blockchain. On ne va pas avoir le temps de s'étendre. Vous aurez les supports et bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer des questions si ça suscite questions. Mais la question qui se pose avec la technologie blockchain, c'est est-ce que c'est. Alors, il y a deux choses. Il y a ce nouveau marché de l'art numérique. Les gens créent des œuvres et elles ne sont destinées, des artistes créent des œuvres et elles ne sont destinées qu'à les revendre sous forme de NFT. Et on peut se poser la question de savoir quand j'achète un NFT, est-ce que je suis finalement j'acquiers des droits de propriété intellectuelle de la part de l'artiste qui a mis ça en ligne sur la blockchain et donc je peux réutiliser l'œuvre ou pas. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est pour les entreprises qui finalement, qui ont une activité commerciale, se retrouvent avec des créations en ligne sur la blockchain, dans quelle mesure elles peuvent ou pas opposer leurs droits pour une utilisation sur la blockchain. Donc si on avance, je voudrais juste vous parler en 2 minutes de cette affaire
Alors je vous passe, c'est la première œuvre qui a été vendue très très cher et qui a posé ces questions. L'affaire Meta Birkin, qui s'est posée dans les États-Unis, si on passe. Meta Birkin, c'était une forme de PowerPoint. Vous connaissez le sac Birkin, c'est des éléments de contexte que je voulais vous donner sur le fait qu'en fait, c'est un sac qui a une très forte valeur commerciale, il y a eu beaucoup d'affaires. Aujourd'hui, il y a un dessin et modèle qui est tombé dans le domaine public, donc la société Hermès ne peut plus se fonder que sur son droit d'auteur ou ses marques autour du Birkin. Et si on passe à la slide suivante, il se trouve qu'un artiste américain, Mason Rothschild, a repensé des sacs, vous voyez, en sorte de fourrure comme ça. Des sacs, c'était clairement le Birkin. Il l'a appelé au début Baby Birkin, après il l'a appelé Meta Birkin. Il a vendu comme ça sous forme de NFT des sacs qui reprenaient complètement le Birkin. Ça a donné lieu à une affaire judiciaire importante aux États-Unis qu'on a tous suivi avec attention. Et en définitive, l'artiste Mason Rothschild a été condamné en février 2023 à 110 000 dollars à verser à la société Hermès pour atteinte finalement à la marque d'Hermès sur le sac Birkin. La défense de Mason Rothschild n'a pas fonctionné, de dire liberté d'expression, liberté artistique. Ça marche généralement bien aux États-Unis, ça marche moins bien en France. Mais là, aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est que le juge a considéré qu'en fait, il y avait non seulement une atteinte au droit d'auteur, mais aussi au droit des marques. Et partant de là, comme le Birkin est protégé sous forme également de marque, il a été condamné. Donc, maintenant, on observe que les grandes marques, notamment Hermès, déposent aussi des marques où il est spécifiquement écrit dans les produits et services que c'est notamment les jetons non fongibles, des sacs en ligne, blockchain, etc. Donc, les marques sont maintenant ciblées de plus en plus axées sur une protection sur la blockchain. Parce que c'est un nouveau champ commercial qui s'ouvre et les titulaires des droits souhaitent avoir des protections fortes, y compris en matière de blockchain. Je ne vais pas pouvoir continuer, vous aurez les slides qui suivent, qui vont peut-être paraître un peu techniques, c'est un peu délicat, hein, ces histoires de blockchain, parce qu'il faut déjà bien comprendre la technologie, donc c'est ce que je vous montrais dans les premières slides, et derrière, les questions que ça pose sur la transmission des droits. Retenez une chose, c'est que, a priori, quand on fait des transactions sur la blockchain, ce sont que des transactions à caractère financier. Il n'y a pas de cession de droits de propriété intellectuelle. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il faut un contrat écrit. Donc on aura une cession de droits de propriété intellectuelle seulement si, d'une façon ou d'une autre, il est écrit quelque part, soit dans le smart contract, soit dans les conditions générales de la plateforme, que le transfert du jeton opère cession de propriété intellectuelle. S'il n'y a pas ces mentions-là, a priori, je peux acheter tout ce que je veux sur la blockchain, je n'achète aucun droit de propriété intellectuelle, et celui qui est à l'origine des créations visuelles, des textes, des vidéos, on peut tout échanger sur la blockchain, peut toujours aller à l'encontre des personnes qui font une utilisation qui, selon lui, porterait atteinte à ses droits, parce qu'on reproduit, parce qu'on représente les créations. On a vu ces représentations, reproduction, c'est ces droits exclusifs, les droits de l'auteur. Il peut s'y opposer. Parfait, super. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Gabriel, c'était hyper riche, hyper intéressant. Ça donne vraiment envie de venir te consulter. N'hésitez pas à ajouter Gabriel Pierre L'Enfant donc sur LinkedIn. Si tu as un site internet, n'hésite pas à nous partager dans le chat. Donc voilà, vous aurez également le replay d'ici quelques jours disponible sur la chaîne YouTube de Women in Design. Et dans tous les cas, je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 26 octobre, avec une nouvelle experte qui nous parlera de Chine, de design et d'écosystème digital. Je ne vous en dis pas plus. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette belle conférence. Encore une fois, n'hésitez pas à ajouter Gabriel sur LinkedIn. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui écrire. Autrement, je vous remercie à tous et à toutes d'être là et je vous dis à très vite. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci.